Le soir du 24 novembre 2009, John Edward Jones, un étudiant en médecine de 26 ans originaire de Virginie, est entré dans la grotte Nutty Putty, dans le comté d'Utah, avec un groupe de membres de sa famille et d'amis. Située à environ 90 km au sud de Salt Lake City, cette grotte était une destination prisée des spéléologues amateurs depuis les années 1960. Ce qui avait commencé comme une aventure pour les vacances de Thanksgiving allait devenir l'une des opérations de sauvetage spéléologique les plus difficiles de l'histoire des États-Unis et aboutir à la fermeture définitive. Du réseau de grottes. John Jones était un spéléologue expérimenté qui avait déjà exploré Nutty Putty à plusieurs reprises. Ce soir-là, il était accompagné de son frère Josh et de plusieurs autres membres de sa famille. Vers 20 heures, Jones est entré dans une partie de la grotte qu'il pensait être le canal de naissance, un passage difficile mais praticable connu des spéléologues expérimentés. En réalité, il était entré dans une partie non cartographiée qui devenait de plus en plus étroite à mesure qu'elle descendait en pente raide. Alors que Jones avançait dans l'ouverture de 45 cm de large, le passage se rétrécissait encore davantage. Il s'est retrouvé dans un puits presque vertical, d'environ 25 cm de large et 45 cm de haut, positionné la tête en bas à un angle d'environ 70 à 80 degrés. Ses bras étaient coincés contre son corps et la configuration du passage l'empêchait de reculer ou de changer de position. Il était coincé à environ 45 mètres sous la surface et à environ 210 mètres de l'entrée de la grotte. Josh Jones s'est rendu compte que son frère était en grande difficulté vers 21 heures. Il a tenté de l'aider, mais a rapidement compris que la situation nécessitait l'intervention de professionnels. Le premier appel d'urgence a été reçu par le bureau du shérif du comté d'Utah vers 21h30. S'ensuivit une opération de sauvetage de 27 heures, impliquant plus de 100 sauveteurs provenant de plusieurs agences, notamment le bureau du shérif du comté d'Utah, les services d'incendie locaux, des spécialistes du sauvetage en grotte et la Commission nationale de sauvetage en grotte. Le sauvetage a présenté des défis extraordinaires. Le passage où Jones était coincé était si étroit que les sauveteurs ont dû ramper sur le ventre, souvent sans pouvoir se retourner. La position verticale de Jones signifiait que la gravité jouait contre lui et contre ses sauveteurs. Le personnel médical qui l'a atteint a signalé que la position tête en bas causait un stress physiologique grave, notamment des difficultés respiratoires et une diminution du flux sanguin vers ses membres inférieurs. Les équipes de sauvetage ont tenté plusieurs stratégies. Elles ont utilisé un système de cordes et de poulies pour essayer d'extraire Jones de la crevasse étroite. À un moment donné, après des heures d'efforts, elles ont réussi à le faire remonter de plusieurs mètres, ce qui a fait naître l'espoir que l'extraction était possible. Cependant, l'ancrage principal de la poulie a cédé et Jones a glissé dans le passage étroit, plus profondément qu'auparavant. L'échec de cette tentative, qui s'est produit vers 1h du matin le 25 novembre, a été dévastateur, tant pour les sauveteurs que pour Jones lui-même. Tout au long de cette épreuve, les sauveteurs ont maintenu une communication intermittente avec Jones. Il est resté conscient et alerte pendant la majeure partie de la tentative de sauvetage, parlant à ceux qui pouvaient l'atteindre. Le personnel médical a fourni les soins qu'il pouvait dans cet espace extrêmement confiné, notamment des perfusions intraveineuses et de l'oxygène. Cependant, la position de son corps rendait toute intervention médicale significative presque impossible. Au fil des heures, l'état de M. Jones s'est détérioré. La position tête en bas prolongée a entraîné une asphyxie par compression, le poids de son corps comprimant sa poitrine et ses poumons, rendant la respiration de plus en plus difficile. La tension cardiaque due à la position inversée a aggravé le problème. Malgré les efforts héroïques des sauveteurs, John Jones a été déclaré mort peu avant minuit, le 25 novembre 2009, environ 28 heures après avoir été piégé. La décision d'arrêter les opérations de sauvetage n'a été prise qu'après qu'il soit devenu évident que toute nouvelle tentative mettrait en danger les sauveteurs sans aucune chance raisonnable de succès. Le passage étroit, la configuration verticale et l'état de santé de Jones qui ne cessait de se détériorer ont créé une combinaison de facteurs insurmontables. Après la mort de Jones, les autorités ont dû prendre une décision sans précédent quant au sort de sa dépouille. Compte tenu de l'extrême difficulté et du danger des opérations de récupération, et après une consultation approfondie avec la famille Jones, il a été décidé de sceller son corps dans la grotte. Les équipes
ont utilisé des explosifs pour effondrer le passage, puis ont scellé l'entrée de la grotte avec du béton. Le 30 novembre 2009, la grotte Nutty Putty a été définitivement fermée et l'entrée a été remplie de béton et recouverte de terre. Une plaque a ensuite été installée sur le site en guise de mémorial. Cette tragédie a profondément affecté la communauté des sauveteurs spéléologues, la famille et les amis de Jones, ainsi que les nombreux sauveteurs qui ont travaillé sans relâche pour le sauver. Elle a soulevé d'importantes questions concernant la sécurité des activités spéléologiques récréatives, la gestion des grottes, l'évaluation des risques et les limites des capacités de sauvetage dans des environnements extrêmement confinés. Le sauvetage spéléologique, en tant que discipline spécialisée, s'est développé progressivement au cours du XXe siècle, passant d'efforts informels de la part de collègues spéléologues à des opérations organisées et techniquement sophistiquées. Comprendre cette évolution permet de mieux apprécier les capacités et les limites démontrées lors d'incidents tels que celui de Nutty Putty. Avant les années 1940, le sauvetage spéléologique était en grande partie improvisé. Lorsqu'une personne se perdait, se blessait ou se retrouvait piégée sous terre, les spéléologues locaux et les membres de la communauté organisaient des opérations de recherche et de sauvetage en utilisant les équipements et les techniques disponibles. Ces premiers sauvetages réussissaient souvent grâce à la détermination et à l'ingéniosité plutôt qu'à une formation ou à un équipement spécialisé. L'un des premiers sauvetages organisés en grotte documentés aux États-Unis a eu lieu en 1925 à Sand Cave, dans le Kentucky, où Floyd Collins s'est retrouvé piégé alors qu'il explorait un passage étroit. L'incident a attiré l'attention nationale, et des journalistes et des sauveteurs se sont rendus dans cette région reculée du Kentucky. Malgré des efforts intensifs, notamment des opérations de forage et de multiples tentatives de sauvetage, Collins est mort après avoir été piégé pendant environ 14 jours. Bien qu'il ait finalement échoué, cet incident a mis en évidence la nécessité de disposer de techniques et d'équipements spécialisés pour le sauvetage en grotte. La tragédie de Floyd Collins a enseigné plusieurs leçons essentielles à la communauté des spéléologues. Premièrement, elle a démontré que les techniques de sauvetage en surface étaient souvent inadéquates pour les urgences souterraines. Deuxièmement, elle a montré que le temps était un facteur critique dans le sauvetage en grotte, car les personnes piégées étaient exposées au froid, à la déshydratation et à des complications médicales. Troisièmement, elle a révélé que des sauveteurs bien intentionnés mais non formés pouvaient compliquer les opérations et même se mettre en danger. La National Speleological Society, NSS, fondée en 1941, a commencé à s'intéresser de manière systématique à la sécurité et au sauvetage en grotte. L'organisation a établi des directives de sécurité pour la spéléologie récréative et créé un cadre pour l'organisation des opérations de sauvetage. Cependant, ce n'est que dans les années 1960 que des organisations officielles de sauvetage en grotte ont commencé à voir le jour. Le Cave Rescue Council, conseil de sauvetage spéléologique au Royaume-Uni, créé en 1934, a fourni un modèle précoce de sauvetage spéléologique organisé. Cette organisation a réuni des spéléologues expérimentés capables de répondre aux urgences souterraines grâce à leurs connaissances et à leur équipement spécialisé. Ce modèle s'est avéré efficace et a été progressivement adopté dans d'autres pays. Aux États-Unis, la National Cave Rescue Commission, NCRC, a été créée en 1976 sous l'égide de la National Speleological Society. La NCRC a élaboré des programmes de formation standardisés, des directives en matière d'équipement et des protocoles opérationnels pour les opérations de sauvetage en grotte. L'organisation a créé un système de formation à plusieurs niveaux qui comprenait les techniques de base du sauvetage en grotte, les techniques avancées de maniement des cordes, le sauvetage en espace confiné, le sauvetage vertical et les soins médicaux en milieu souterrain. L'évolution du sauvetage en grotte a été étroitement liée aux progrès réalisés en matière d'équipement et de technique. Les premiers spéléologues utilisaient des cordes en manille, des lampes à carbure et du matériel d'escalade rudimentaire. Les opérations modernes de sauvetage en grotte font appel à des équipements sophistiqués, notamment le sauvetage spéléologique moderne utilise des cordes Kernmantle spécialement conçues pour les applications de sécurité des personnes. Ces cordes ont un rapport résistance-poids nettement supérieur à celui des anciennes cordes en manille
et conservent leurs propriétés dans des conditions humides. Les équipes de sauvetage utilisent des systèmes mécaniques complexes, notamment des poulies, des ascendeurs et des dispositifs d'assurage, pour déplacer les patients dans des passages difficiles. Pour comprendre pourquoi le sauvetage en grotte est si difficile, il faut examiner les facteurs physiques et physiologiques qui affectent à la fois les personnes piégées et les sauveteurs. L'incident de Nutty Putty illustre plusieurs aspects critiques du piégeage en grotte que les équipes de sauvetage doivent prendre en compte. Les grottes présentent des défis physiques uniques qui diffèrent fondamentalement des environnements de sauvetage en surface. Les principaux facteurs sont les suivants. De nombreux passages dans les grottes sont à peine assez larges pour laisser passer un corps humain. Dans des cas extrêmes, comme le passage où John Jones s'est retrouvé coincé, l'espace disponible peut être inférieur à 30 cm dans toutes les dimensions. Ces contraintes limitent considérablement les possibilités d'action des sauveteurs. Les équipements qui fonctionnent efficacement dans les espaces ouverts peuvent être impossibles à utiliser dans des passages étroits. Même des tâches simples comme changer de position ou atteindre un équipement deviennent extrêmement difficiles. Les parois des grottes ne sont ni uniformes ni prévisibles. Les passages peuvent se rétrécir de manière imprévisible, comporter des saillies acérées ou avoir des surfaces offrant une mauvaise adhérence. La roche elle-même peut être instable, en particulier dans les grottes formées de matériaux plus tendres comme le calcaire ou le gypse. Les opérations de sauvetage qui impliquent de forer, de casser la roche ou d'exercer une force sur des ancrages doivent tenir compte du risque de provoquer des effondrements ou d'autres coincements. Lorsqu'une personne est coincée dans un passage vertical ou quasi-vertical, la gravité devient un ennemi redoutable. Dans le cas de John Jones, sa position tête en bas signifiait que la gravité le tirait constamment plus profondément dans la crevasse étroite. Toute tentative pour le dégager devait surmonter non seulement la friction contre les parois rocheuses, mais aussi la composante de son poids corporel qui le tirait vers le bas. L'avantage mécanique nécessaire pour soulever quelqu'un dans une telle position est considérable, nécessitant souvent des systèmes de poulies avec des rapports de 6 contre 1 ou plus. Les grottes maintiennent des températures relativement constantes tout au long de l'année, reflétant généralement la température moyenne annuelle à la surface de la région. Si cela peut suggérer un environnement confortable, les grottes sont également extrêmement humides, avec une humidité relative souvent proche de 100%. Ces conditions font que les personnes coincées peuvent souffrir d'hypothermie même à des températures qui seraient confortables à la surface, car leur chaleur corporelle se dissipe dans la roche environnante et l'air humide. À l'inverse, l'effort physique dans de telles conditions peut entraîner une surchauffe rapide pour les sauveteurs. Le corps humain est mal adapté aux conditions souvent rencontrées dans les situations de piégeage dans des grottes. Plusieurs facteurs physiologiques deviennent critiques lors d'un piégeage prolongé. Lorsqu'une personne est piégée dans une position inversée ou fortement comprimée, le mécanisme respiratoire normal est compromis. En position verticale, le diaphragme se contracte vers le bas pour aspirer l'air dans les poumons. En position tête en bas, la gravité tire les organes abdominaux contre le diaphragme, rendant la respiration plus difficile. De plus, si la poitrine est comprimée par des parois rocheuses étroites ou par le poids du corps de la personne, la capacité à dilater la cavité thoracique est encore réduite. Cette condition, connue sous le nom d'asphyxie positionnelle ou par compression, peut être mortelle en quelques heures. La position de John Jones, la tête en bas à environ 70 à 80 degrés dans un passage qui comprimait sa poitrine, a provoqué une asphyxie positionnelle grave. Le personnel médical qui l'a secouru a constaté qu'il avait du mal à respirer et que son taux de saturation en oxygène diminuait. Plus il restait dans cette position, plus il avait du mal à respirer, ce qui a entraîné une spirale de détérioration qui s'est finalement avérée fatale. Une inversion prolongée provoque un stress cardiovasculaire important. Le sang s'accumule dans le haut du corps et la tête, augmentant la pression intracrânienne et sollicitant le cœur. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang contre la gravité vers les membres inférieurs. Au fil du temps, cela peut entraîner des arythmies cardiaques, une insuffisance cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Des études sur l'inversion ont montré que la plupart des adultes en bonne santé ne peuvent pas survivre plus de 24 à 48 heures dans une position complètement inversée, même avec une fonction respiratoire adéquate. Lorsque des parties du corps sont comprimées pendant de longues périodes,
les tissus musculaires commencent à se dégrader, libérant des protéines et des électrolytes dans la circulation sanguine. Si la compression est ensuite soudainement relâchée, ces substances envahissent le système circulatoire, pouvant entraîner une insuffisance rénale, un arrêt cardiaque et la mort. Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome d'écrasement, est une préoccupation dans tout sauvetage où une personne a été comprimée pendant plusieurs heures. Paradoxalement, l'acte de sauvetage lui-même peut déclencher des complications mortelles. Comme indiqué précédemment, les environnements cavernicoles peuvent entraîner à la fois des problèmes de perte de chaleur et de rétention de chaleur. Une personne coincée ne peut généralement pas bouger pour générer de la chaleur et peut être en contact avec des roches froides et humides qui conduisent la chaleur loin du corps. L'hypothermie altère le jugement, réduit la coordination et conduit finalement à la perte de conscience et à la mort. Pour les sauveteurs, l'effort physique requis dans des espaces confinés peut entraîner une surchauffe dangereuse, en particulier lorsqu'ils portent des équipements de protection. Même dans les environnements humides des grottes, les personnes coincées peuvent se déshydrater, en particulier si elles font des efforts pour s'échapper ou si elles subissent une perte de liquide liée au stress. La déshydratation aggrave d'autres problèmes physiologiques et peut entraîner une confusion, une baisse de la pression artérielle et une défaillance organique. La réponse au stress elle-même, augmentation du cortisol, de l'adrénaline et d'autres hormones du stress, a des conséquences métaboliques sur le long terme. Les aspects psychologiques du piégeage dans une grotte sont profonds et peuvent affecter de manière significative à la fois la personne piégée et les sauveteurs. Même les personnes qui ne souffrent pas de claustrophobie peuvent paniquer lorsqu'elles sont piégées dans des espaces confinés. La panique peut entraîner une hyperventilation, qui réduit le taux de dioxyde de carbone dans le sang et peut provoquer une confusion, des picotements et une perte de conscience. Il est essentiel de calmer une personne piégée et de maintenir sa stabilité psychologique pour sa survie et pour les opérations de sauvetage. Dans l'obscurité d'une grotte, sans repère lumineux naturel, la perception du temps devient déformée. Les minutes peuvent sembler des heures, et le coût psychologique de l'incertitude quant au délai de sauvetage peut être dévastateur. Maintenir la communication avec les personnes piégées aide à les ancrer psychologiquement. Les personnes piégées et les sauveteurs doivent prendre des décisions cruciales dans des conditions de stress extrême. La littérature sur la prise de décision dans les situations de crise montre que le stress peut altérer le jugement, réduire la concentration et conduire à se focaliser sur une seule solution tout en ignorant les alternatives. La formation et les protocoles aident à contrer ces tendances, mais les circonstances uniques de chaque sauvetage en grotte nécessitent souvent de l'improvisation. Les sauvetages en grotte ont un impact psychologique important sur les intervenants, en particulier lorsqu'ils échouent. De nombreux sauveteurs qui ont participé à l'opération Nutty Putty ont rapporté des effets psychologiques durables, notamment de la culpabilité, des cauchemars et des symptômes compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique. La nature intime du sauvetage en grotte, être à proximité physique d'une personne piégée, parfois capable de lui parler mais incapable de l'aider, crée des expériences émotionnelles particulièrement intenses. L'examen d'autres opérations de sauvetage en grotte importantes permet de comprendre à la fois les possibilités et les limites des techniques de sauvetage. Chaque incident a contribué à l'évolution des protocoles et des capacités de sauvetage en grotte. Bien qu'il ait été mentionné précédemment, l'incident Floyd Collins mérite un examen détaillé car il a établi de nombreux principes qui guident encore aujourd'hui les opérations de sauvetage en grotte. Collins, un spéléologue expérimenté, tentait d'ouvrir une nouvelle entrée à Sand Cave, dans le Kentucky, lorsqu'il s'est retrouvé coincé par un rocher qui lui a écrasé la jambe. La tentative de sauvetage a attiré l'attention nationale et a mobilisé des dizaines de bénévoles, des mineurs professionnels et même des ingénieurs de l'armée. Les sauveteurs ont d'abord essayé d'atteindre Collins par le passage étroit et sinueux où il était coincé. Ils ont pu lui parler, lui fournir de la nourriture et de l'eau, et même mener des interviews pour les journaux. Cependant, le passage était trop étroit pour retirer le rocher qui le coinçait. Les tentatives pour élargir le passage ont échoué lorsque celui-ci est devenu instable et s'est effondré, coupant complètement l'accès direct à Collins. Les ingénieurs ont alors commencé à forer un puits vertical pour atteindre Collins par le haut, une opération qui a pris plusieurs jours avec l'équipement disponible en 1925. Lorsque le puits a atteint son emplacement,
Collins était coincé depuis environ 14 jours et était décédé, probablement des suites de l'exposition au froid et de la déshydratation. Le sauvetage de Collins a permis de tirer plusieurs leçons cruciales. Le temps est un facteur essentiel dans le sauvetage en grotte. Les efforts improvisés de volontaires non formés peuvent aggraver la situation. La communication avec la personne piégée est essentielle, mais ne suffit pas, et certaines situations peuvent dépasser les capacités de sauvetage disponibles, quels que soient les efforts déployés. L'une des pires catastrophes spéléologiques de l'histoire britannique s'est produite en juin 1967, lorsque 6 spéléologues expérimentés se sont retrouvés piégés dans les grottes de Mossdale, dans le Yorkshire, lors d'une crue soudaine. Cet incident a mis en évidence les dangers de l'eau dans les réseaux de grottes et les limites des opérations de sauvetage lorsque les conditions souterraines deviennent mortelles. Le groupe est entré dans la grotte par temps couvert, sans se douter qu'une forte pluie s'abattait sur le bassin versant environnant. Une crue soudaine a rempli les passages de la grotte, piégeant le groupe dans les profondeurs souterraines. La montée des eaux a éteint leurs lampes et les a laissés dans l'obscurité totale, dans une eau montante sans possibilité de retraite. Les équipes de secours ont immédiatement lancé une opération, mais les passages inondés les ont empêchés d'atteindre les spéléologues piégés. Au cours des jours suivants, alors que l'eau se retirait lentement, les sauveteurs ont pénétré plus profondément dans le réseau. Ils ont finalement découvert que les 6 spéléologues s'étaient noyés dans les passages où ils avaient cherché refuge pour échapper à la montée des eaux. La tragédie de Mossdale a entraîné des changements fondamentaux dans les protocoles de sécurité spéléologique, notamment en ce qui concerne la surveillance météorologique et l'évaluation des risques d'inondation. La doctrine moderne du sauvetage spéléologique souligne que les sauveteurs ne peuvent pas intervenir efficacement dans des grottes en cours d'inondation et que la prévention par l'éducation et des restrictions appropriées plus efficace que de tenter un sauvetage dans de telles conditions. Contrairement à Nutty Putty, le sauvetage de Johann Westhauser dans la grotte allemande de Riesending en 2014 démontre ce que le sauvetage spéléologique moderne peut accomplir dans des circonstances favorables. Westhauser, un spéléologue expérimenté, a été frappé par une chute de pierre à près de 1000 mètres sous la surface dans l'une des grottes les plus profondes d'Allemagne. Il a subi un grave traumatisme crânien qui l'a rendu incapable de se déplacer seul. L'opération de sauvetage est devenue l'une des plus importantes et des plus complexes de l'histoire du sauvetage spéléologique en Europe. Plus de 200 sauveteurs de 5 pays ont participé à une opération qui a duré 11 jours. Le sauvetage présentait d'énormes défis. La distance jusqu'à la surface, les multiples puits verticaux nécessitant l'utilisation de cordes, les passages étroits et l'état de santé grave du patient. Plusieurs facteurs ont contribué au succès du sauvetage. Tout d'abord, Westhauser faisait partie d'une expédition spéléologique organisée, ce qui a permis à ses compagnons de fournir immédiatement des informations précises sur son emplacement et son état. Ensuite, il était coincé dans une salle relativement grande où le personnel médical pouvait l'atteindre et lui prodiguer des soins. Enfin, bien que le réseau de grottes fût profond et complexe, les passages étaient suffisamment larges pour permettre le déplacement d'un patient sur une civière, même si cela s'est fait lentement et avec beaucoup de difficultés. Les sauveteurs ont établi des camps souterrains, ce qui a permis aux équipes de se relayer tout en continuant à prodiguer des soins à Westhauser. Le personnel médical a stabilisé son état et l'a maintenu dans un coma artificiel pendant la majeure partie de l'extraction. L'opération a nécessité la construction d'abris temporaires, l'installation de cordes fixes et l'emballage soigneux du patient pour son transport à travers les sections verticales. Le sauvetage de Riesending a démontré plusieurs principes clés. L'importance des groupes de spéléologues organisés disposant de protocoles d'urgence. La valeur des organisations de sauvetage spéléologique disposant d'un personnel formé et d'équipements spécialisés. La possibilité de fournir des soins médicaux sophistiqués sous terre et le fait que la distance et la complexité ne rendent pas à elles seules le sauvetage impossible si les conditions spatiales permettent l'utilisation d'équipements et le déplacement des patients. Le sauvetage spéléologique le plus célèbre de ces dernières années est sans doute celui de 12 jeunes footballeurs et de leur entraîneur, piégés dans le réseau de grottes de Tham Luang en Thaïlande en juin 2018. Bien que cet incident diffère considérablement des scénarios de sauvetage spéléologique classiques, il a illustré à la fois le potentiel
et les limites des capacités de sauvetage modernes. Le groupe est entré dans la grotte pendant la saison sèche, mais s'est retrouvé piégé lorsque des pluies de mousson inattendues ont inondé les passages entre eux et l'entrée. Ils se sont réfugiés sur une pente boueuse à environ 4 km de l'entrée et à environ 1 km sous terre. Les passages inondés rendaient impossible tout sauvetage conventionnel. Le premier défi consistait simplement à localiser le groupe. Des plongeurs spéléologues, dont certains parmi les plus expérimentés au monde, ont passé des jours à naviguer dans les passages inondés, à installer des cordes de guidage et à fouiller les chambres latérales. La découverte du groupe vivant après 9 jours était en soi remarquable. Une fois localisés, les sauveteurs ont été confrontés à un défi sans précédent. Comment extraire 13 personnes, dont la plupart ne savaient pas nager, à travers des kilomètres de passages inondés, y compris des sections complètement submergées. Diverses options ont été envisagées, notamment forer depuis le haut, attendre des mois que l'eau se retire naturellement et apprendre aux garçons à plonger dans les grottes. Finalement, la solution choisie consistait à endormir chaque personne et à faire appel à des plongeurs spéléologues expérimentés pour les transporter à travers les sections inondées. Cette approche comportait des risques importants. Les personnes endormies ne pouvaient pas respirer de manière autonome à travers l'équipement de plongée, ce qui obligeait les plongeurs à les surveiller en permanence et à s'assurer que leur voie respiratoire restait dégagée. L'opération a nécessité des centaines de personnes pour le soutien, d'énormes quantités d'équipement, et a pris 3 jours pour extraire les 13 personnes. Malheureusement, un plongeur des forces spéciales de la marine thaïlandaise est décédé pendant les opérations de sauvetage. Le sauvetage dans la grotte thaïlandaise a été couronné de succès grâce à plusieurs facteurs. La coopération internationale qui a permis de réunir les meilleurs plongeurs spéléologues du monde sur le site, l'engagement massif de ressources de la part du gouvernement thaïlandais, la résistance physique des personnes piégées, les conditions favorables dans la chambre où elles étaient piégées, et la volonté de tenter une technique de sauvetage inédite et risquée. La comparaison de ces incidents révèle des tendances dans les résultats des sauvetages en grotte. Dans les incidents où les personnes piégées se trouvent dans des espaces suffisamment grands pour permettre aux sauveteurs et au matériel d'opérer, resending, grotte thaïlandaise, le sauvetage est généralement possible si les ressources et le temps nécessaires sont disponibles. Dans les espaces extrêmement confinés, Nutty Putty, Floyd Collins, le sauvetage peut être impossible, quels que soient les efforts déployés. Certaines situations permettent des opérations de sauvetage prolongées, grotte thaïlandaise, resending, tandis que d'autres se détériorent rapidement, Nutty Putty. La différence est souvent liée à la position de la personne piégée, à son état de santé et à des facteurs environnementaux. Les passages inondés limitent considérablement les options de sauvetage. Mossdale, grotte thaïlandaise. Les techniques modernes de plongée spéléologique élargissent les possibilités, mais ne peuvent pas surmonter tous les obstacles liés à l'eau. La capacité à fournir des soins médicaux aux personnes piégées peut faire la différence entre la vie et la mort, mais ces soins sont limités par les contraintes spatiales et l'équipement disponible. Les sauvetages impliquant des groupes de spéléologues organisés, disposant de protocoles et de systèmes de communication établis, RESEND, ont tendance à avoir de meilleurs résultats que les incidents de spéléologie récréative improvisée. L'évolution du sauvetage en grotte au cours des dernières décennies a donné naissance à des cadres opérationnels de plus en plus sophistiqués. La compréhension de ces protocoles modernes met en lumière à la fois ce que les sauveteurs peuvent accomplir et les limites inhérentes auxquelles ils sont confrontés. Aux États-Unis, la National Cave Rescue Commission, NCRC, fournit le cadre organisationnel des opérations de sauvetage en grotte. La NCRC n'est pas une organisation de premier secours, mais plutôt un organisme de coordination qui tient à jour des listes de personnel formés, élabore et dispense des cours standardisés et fournit des conseils aux agences locales lors d'incidents de sauvetage en grotte. Le système de formation de la NCRC comprend plusieurs niveaux. L'incident de Nutty Putty a suscité d'importantes discussions au sein des communautés spéléologiques et de sauvetage sur la gestion des grottes, les protocoles de sécurité et les limites des capacités de sauvetage. Bien qu'il n'ait pas fondamentalement changé les techniques de sauvetage en grotte, l'incident a essentiellement confirmé la compréhension existante des limites du sauvetage. Il a influencé les politiques et les pratiques dans plusieurs domaines.
La fermeture définitive de la grotte Nuti Puti a marqué un changement important dans la façon dont certaines agences abordent la gestion des grottes. Avant 2009, Nuti Puti était accessible au public, avec un minimum de restrictions, malgré un historique d'opérations de sauvetage. Entre 1999 et 2004, la grotte avait été temporairement fermée, puis rouverte avec une gestion améliorée, notamment une meilleure signalisation et des restrictions d'accès pendant les mois d'hiver. Après la tragédie de 2009, la décision de fermer définitivement la grotte a suscité la controverse au sein de la communauté des spéléologues. Certains ont fait valoir que la fermeture des grottes éliminait les possibilités d'éducation et de loisirs, plutôt que de résoudre les problèmes de sécurité sous-jacents. D'autres ont soutenu que certaines grottes présentaient des risques inhérents qui ne pouvaient être gérés de manière adéquate par la seule éducation et la signalisation. L'incident a incité les gestionnaires fonciers et les propriétaires de grottes à réévaluer leur politique. Plusieurs résultats en ont découlé. L'entrée scellée de la grotte Nuti Puti sert de mémorial à John Jones. Une plaque sur le site rend hommage à sa mémoire et rappelle les risques inhérents à l'exploration des grottes. Pour la communauté spéléologique, cet incident reste un point de référence, rappelant que malgré les compétences, l'expérience et la préparation, certaines situations dépassent les capacités humaines. La famille Jones a géré sa perte avec dignité, demandant que sa vie privée soit respectée tout en reconnaissant les efforts héroïques des sauveteurs. L'incident a touché de nombreuses personnes. Emily, la femme de John, et leur fille, sa famille élargie, les sauveteurs qui ont travaillé sans relâche pour le sauver, et la communauté au sens large qui a suivi la tentative de sauvetage. Le sauvetage en grotte continue d'évoluer. De nouveaux équipements, des techniques perfectionnées et une formation améliorée élargissent progressivement le champ des possibles. Cependant, des contraintes fondamentales subsistent. Les limitations spatiales, les facteurs temporels et les limites de la physiologie humaine définissent des frontières que la technologie seule ne peut surmonter. L'incident de Nuti Puti nous rappelle ces limites. Il ne s'agit pas d'un échec technique ou d'un manque d'engagement. Les sauveteurs ont fait tout ce qui était humainement possible avec les ressources et les connaissances disponibles. Il s'agit plutôt d'une confrontation avec les limites, d'une situation où la combinaison de plusieurs facteurs a dépassé les capacités de sauvetage. Pour ceux qui s'aventurent sous terre, cet incident renforce des leçons essentielles: prise de décision prudente, évaluation réaliste, préparation appropriée et reconnaissance du fait que certains risques ne peuvent être éliminés. Pour les organisations de sauvetage, il confirme l'importance d'une évaluation honnête, d'attentes réalistes et de la reconnaissance que les résultats positifs, bien qu'ils soient toujours l'objectif, ne peuvent pas toujours être atteints. La communauté des spéléologues honore la mémoire de John Jones, non pas par l'imprudence ou le retrait, mais en continuant à mettre l'accent sur la sécurité, le développement des compétences et le respect de l'environnement souterrain. Sa mort a été une tragédie, mais la réponse, immédiate et continue, reflète l'engagement de la communauté à tirer les leçons de cette perte et à prévenir, dans la mesure du possible, de futurs incidents. L'exploration des grottes représente une intersection unique entre la curiosité humaine, le défi physique et le risque environnemental. Pour comprendre cette intersection, il faut reconnaître à la fois l'attrait qui pousse les gens à descendre sous terre et les dangers inhérents qui font du sauvetage en grotte. L'une des disciplines les plus difficiles dans le domaine des interventions d'urgence. L'incident de Nuti Puti met en lumière plusieurs vérités fondamentales concernant le sauvetage en grotte et la sécurité souterraine. Premièrement, les contraintes spatiales sont souvent le facteur décisif dans la faisabilité d'un sauvetage. Les techniques de sauvetage modernes peuvent donner des résultats remarquables lorsque l'espace permet le déploiement de l'équipement et l'accès des sauveteurs. Cependant, lorsque les passages deviennent trop étroits pour permettre une intervention efficace, même les sauveteurs les plus compétents et les équipements les plus sophistiqués peuvent être incapables de changer le cours des choses. Deuxièmement, le temps fonctionne différemment dans le sauvetage en grotte par rapport à de nombreux scénarios d'urgence. Certaines situations permettent des opérations prolongées. Le sauvetage de Risending a duré 11 jours et le sauvetage dans la grotte thaïlandaise a pu attendre que les conditions s'améliorent avant de tenter l'extraction. D'autres situations, comme celle de Nuti Puti, se détériorent rapidement en raison de facteurs physiologiques qui ne peuvent être inversés sans sortir la personne piégée de sa situation difficile.
Il est essentiel de reconnaître le type de situation pour planifier les opérations. Troisièmement, la prévention par l'éducation et une gestion appropriée des risques est bien plus efficace que le sauvetage. Si la communauté des spéléologues s'oppose à des politiques d'accès trop restrictives qui éliminent les possibilités d'exploration et d'éducation, il n'en reste pas moins que certaines grottes ou certains passages présentent des risques qui dépassent ce qui peut être géré par de simples panneaux d'avertissement et une éducation générale. Quatrièmement, le facteur humain, tant les personnes piégées que les sauveteurs qui interviennent, est au cœur de chaque incident. La résilience psychologique des personnes piégées, leurs conditions physiques, leur capacité à communiquer avec les sauveteurs, tout cela influe sur l'issue de l'intervention. De même, les sauveteurs sont confrontés non seulement à des défis techniques, mais aussi à un stress psychologique, à l'épuisement physique et au fardeau émotionnel de travailler à proximité immédiate de personnes qu'ils ne pourront être pas sauvées. Enfin, l'incident de Nutty Putty nous rappelle que malgré les progrès technologiques et l'expansion des capacités, certaines situations restent hors de portée de l'être humain. Il ne s'agit pas d'un conseil désespéré, mais d'une reconnaissance de la réalité. Accepter ses limites, tout en continuant à repousser les limites en toute sécurité, est l'essence même d'une exploration et d'un sauvetage responsable. Pour ceux qui s'aventurent dans les grottes, que ce soit pour les loisirs, la recherche scientifique ou l'aventure, les leçons à tirer sont claires. Développer progressivement ses compétences, prendre des décisions prudentes, maintenir des marges de sécurité appropriées et reconnaître que faire demi-tour est parfois le choix le plus sage. Pour les organisations de sauvetage, l'impératif est de poursuivre la formation, d'évaluer chaque situation de manière réaliste et de reconnaître honnêtement à la fois leurs capacités et leurs limites. L'environnement souterrain posera toujours des défis et des risques uniques. L'ingéniosité humaine a développé des capacités remarquables pour explorer et, si nécessaire, mener des opérations de sauvetage dans les réseaux de grottes. Cependant, la nature fondamentale des grottes, leur obscurité, leurs espaces confinés, leur isolement par rapport à la surface, signifie que certains risques ne peuvent être entièrement éliminés. L'histoire de la grotte Nutty Putty, et plus largement celle du sauvetage spéléologique, est en fin de compte celle de la relation complexe entre l'ambition humaine et les limites naturelles. Elle nous rappelle que l'exploration, qu'il s'agisse de grottes, de montagnes, d'océans ou d'autres environnements difficiles, comporte des risques inhérents, qui peuvent être gérés, mais pas éliminés. La bonne réponse n'est pas d'abandonner l'exploration, mais de l'aborder avec le respect, la préparation et le jugement approprié. John Jones est entré dans la grotte Nutty Putty Cave un soir de Thanksgiving, à la recherche d'aventures et de moments en famille. Sa mort a été une tragédie qui a touché sa famille, la communauté des sauveteurs et le monde de la spéléologie en général. La réponse à cette tragédie, la tentative de sauvetage héroïque, les décisions difficiles qui ont suivi et les efforts continus pour apprendre et s'améliorer, reflètent le meilleur de la nature humaine, le courage, le dévouement et la détermination à prévenir autant que possible de futures tragédies. L'entrée scellée de la grotte Nutty Putty Cave est à la fois un mémorial et un rappel, un témoignage des risques liés à l'exploration souterraine et des limites des capacités humaines, mais aussi des liens communautaires, de la valeur de la vie et de l'importance d'apprendre de ses pertes.